Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama japonais The Shapes of Love qui se veut être le remake du K-drama Nevertheless. Oui, mais du coup en version japonaise. Oui, je sais pas si vous en avez entendu parler, du coup c'est un drama de 8 épisodes et qui date de 2024, spécial Abema TV. Les épisodes font 31 minutes à peu près. Je sais pas si vous en avez entendu parler, moi je suis vraiment tombée dessus par hasard, vraiment. Et très bonne surprise, on va en parler aujourd'hui, ça va être très intéressant un petit peu de faire une comparaison parce que c'est un remake mais il y a pas mal de différences. Enfin, il y a pas mal de différences mais c'est des bonnes différences. Vous inquiétez pas, on va en discuter. Alors du coup, en acteur principal, nous avons l'acteur qui s'appelle Yokohama Ryosei. Je pense que vous l'avez déjà vu, c'est un acteur extrêmement connu au Japon. En fait, je le connais, mais j'arrive pas à situer de quelle œuvre en particulier. Je le connais, je sais pas si ça fait sens. Il a fait énormément d'œuvres. All Rookie en 2022, DCU 2022, Informa 2023, Brother's Friend 2018, Hajimete Koi wo Shitai ni Yomu Anashi. Je sais que je le connais, mais j'arrive pas à resituer l'œuvre vraiment qui me l'a fait le découvrir en fait. C'est notre acteur principal. Et notre actrice principale, c'est Minami Sara. Alors pareil, elle me dit quelque chose, mais je la resitue pas. Elle a fait beaucoup de support rôles, beaucoup de rôles secondaires. Et après, au niveau des films, par contre, elle en a fait énormément. The Day I Realized I'm in Love 2023, The Child is Evil 2022, Ride or Die 2021. C'est notre duo d'acteurs. Après, bien évidemment, il y a d'autres acteurs, mais ça, ce seront nos deux acteurs principaux. De quoi ça parle? Bon, bah, pour les personnes qui ont déjà vu Nevertheless, vous n'avez pas de surprise, c'est la même chose. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu Nevertheless, de quoi ça parle? Alors, ça va quand même être différent parce que, bon, moi, ça fait un moment que j'ai pas vu Nevertheless, mais il me semble tout de même que cette version japonaise a changé beaucoup de choses. Reprenez-moi, peut-être que je me souviens mal, mais je vais vous refaire un synopsis et vous allez sans doute vous dire ah mais c'est pas comme dans la version coréenne, c'est possible. Ça parle de notre personnage qui s'appelle Miyu. Miyu nous explique au début du drama qu'elle est une étudiante en art, enfin je sais pas si elle est vraiment étudiante mais elle est sur le point d'avoir un master ou quelque chose du genre. Elle est assez avancée dans ses études et un jour elle va rencontrer le chemin du personnage de Ren. Ren en fait est un nouveau professeur qui va arriver dans son université et on va dire que leur rencontre va être un petit peu fortuite, je vais dire ça comme ça. Ils vont se rencontrer, je vais pas trop vous en dire, je vais vous laisser découvrir ça, mais il va se passer quelque chose d'assez peu commun et du coup à partir de là justement on va suivre la relation entre Miyu et Ren en sachant que Ren est un petit peu spécial, on sait pas vraiment ce qu'il ressent, il a l'air tout le temps détaché et on sait pas vraiment si il est prêt à se poser avec quelqu'un ou pas ou est-ce qu'il est juste en train de jouer et il veut rien de sérieux. Globalement c'est ça. Après vous avez le second lead que vous avez dans la version coréenne, vous savez Monsieur Patate là, le chef cuisinier, il est aussi dans le drama dans cette version japonaise. Mais voilà, c'est assez différent parce que là du coup notre personnage, les deux personnages sont des pseudo-professeurs. En tout cas, Miyu, elle est à la fois un peu prof, mais aussi sur le point de justement graduate, donc elle est sur le point d'être diplômée. Et Ren, lui, du coup, c'est un professeur. C'est un artiste extrêmement connu à l'international qui va revenir dans l'université de Miyu pour aider justement les étudiants. Il me semble que ça dénote parce que dans mes souvenirs, la version coréenne, c'est deux étudiants, les deux personnages. Bref. Donc c'est vraiment une histoire entre une fille assez pure, innocente, non, j'allais dire ça comme ça, et un homme plutôt assez mystérieux, on sait pas trop ce qu'il ressent, est-ce qu'il cherche quelque chose de stable ou est-ce qu'il veut juste jouer, enfin voilà, c'est un peu le plot global. Si jamais le drama, d'après ce que je vois, il est disponible sur Netflix, alors par contre je sais pas si c'est sur le Netflix français, je vous laisserai regarder, mais je vois en tout cas Netflix. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cette version japonaise, en quoi c'est différent de la version coréenne? Bon, je pense que vous commencez un petit peu à le voir. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien écoutez, moi, j'avoue que c'est compliqué de choisir quelle version je préfère. Si on me dit tu préfères la version coréenne ou japonaise, les deux ont leur force. Je vais commencer peut-être par dire ce que j'ai aimé avec la version coréenne. Ce que j'ai aimé avec la version coréenne, c'était les acteurs. J'aime beaucoup les acteurs et la musique. C'était pour moi les deux points les plus forts. L'OST de la version coréenne, c'est un banger. Par contre, ce qui m'avait dérangé dans la version coréenne, déjà, c'est qu'ils ne suivent pas le webtoon. La fin ne suit pas le webtoon. Et alors, parce qu'il y avait vraiment genre une morale à la fin du webtoon qu'ils n'ont pas du tout respecté dans la version coréenne. Bon, bref, anyway. Et aussi, ce qui m'avait beaucoup dérangé, c'est l'aspect toxique du personnage principal masculin. Il y avait vraiment, enfin, c'était prédominant en fait. La marque de fabrique de Nevertheless, c'est une ambiance toxique avec un gars qui va à droite à gauche. C'est vraiment l'archétype du fuckboy. Et il s'en cache même pas. C'est ce qui est vendu dans le drama. Donc c'est vraiment un fuckboy qui se cache même pas en fait. Il l'assume totalement. Et voilà. Là après, il a des raisons, mais je veux dire, les raisons sont pas vraiment mise en avant dans le drama, c'est pas ce qui est le plus mis en avant, vous voyez. Et du coup, c'est vrai que moi, dans la version coréenne, j'avais eu beaucoup de mal à apprécier le personnage masculin. J'avais beaucoup de mal à l'apprécier parce que en même temps, c'était compliqué de l'apprécier, tu vois, quand c'est un fuckboy qui sait pas trop ce qu'il veut et qui joue à droite à gauche. Après, ça a son point positif. Si vous aimez bien ce genre de personnage un peu moralement ambigu, effectivement, dans ce côté-là, ils excellent. Mais c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de mal à apprécier le personnage dans la version coréenne, alors qu'ici, je trouve que la version japonaise a plus travaillé dans la subtilité. Le script est beaucoup plus subtil, c'est pas tout blanc ou tout noir. Ils ont vraiment construit une relation et un personnage qui est beaucoup plus complexe que juste, c'est un fuckboy qui veut pas se poser, qui sait pas trop ce qu'il veut, qui est perdu dans la vie. Et en fait, dans cette version japonaise,
Ren, du coup le personnage masculin, et bah tu l'apprécies beaucoup plus parce qu'il est moins toxique. En fait, l'aspect toxique a complètement été gommé, presque. Et en fait, le drama ne joue pas sur la toxicité du personnage masculin, mais plutôt essaye d'élaborer en fait le comportement, qu'est-ce qui se cache autour, quel est son passé, et ce genre de choses. Et on n'essaie pas de nous dire ah ben non mais de toute façon il est comme ça, il changera pas, et puis basta en fait. Non, il y a vraiment une évolution et on essaie de nous donner les circonstances en fait de ce personnage-là, plus que juste de nous le montrer en train de courir à droite à gauche avec plusieurs meufs. Et ça c'est vraiment l'énorme différence entre les deux. La version japonaise est beaucoup plus saine, j'ai envie de dire. En tout cas, elle fait plus posée, enfin elle fait moins toxic fuckboy, on va dire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que vraiment, le personnage dans la version japonaise, bah ok, tu te dis ok, je comprends, tu vois, c'est pas. Tu le comprends en fait, tu dis ok, il a ses raisons, c'est juste leur relation, elle est pas au bon moment, on voit là, et c'est un concours de circonstances qui les a emmenés là, et basta en fait. C'est pas le choix du personnage et c'est pas la motivation du personnage qui fait en sorte que le couple n'avance pas en fait, parce que la version coréenne, c'est un peu ça quoi. Donc voilà, vraiment, la version japonaise est beaucoup plus saine, moins toxique que la version coréenne. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que j'avais eu pas mal de défauts au début de mon visionnage, j'avais 2-3 trucs qui m'avaient dérangé. En premier, c'était le rythme, il y avait quand même beaucoup de choses, ça allait très vite au début. C'est vrai qu'on sautait beaucoup de choses, et c'est vrai que c'était un peu déconcertant les 2-3 premiers épisodes. Deux autres choses aussi que j'ai pas trop apprécié par rapport au drama. La première chose, c'est les 2 grandes bandes noires qui ont été choisies. Le format en fait de caméra, enfin pas de caméra mais d'écran en fait. Le ratio qui a été choisi pour l'écran. Donc t'as vraiment 2 énormes bandes noires tout au long du drama. C'est vraiment quelque chose moi avec lequel j'ai du mal, surtout quand c'est une romance. Je veux bien qu'on utilise ce ratio quand c'est un thriller ou c'est un drama beaucoup plus obscur, je peux totalement comprendre, ça fait des plans beaucoup plus serrés, c'est beaucoup plus intense. Par contre, pour moi, dans une romance, il n'y a pas lieu d'utiliser ce genre de ratio. Je comprends pas ce choix, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, mais moi c'est vrai que ça m'a beaucoup dérangé, surtout au début. Et un autre truc aussi qui m'a pas mal dérangé au début, alors après j'ai fait moins gaffe, je vous avoue, l'utilisation de la musique. C'est vrai qu'au début du drama, t'avais vraiment des musiques hyper décalé par rapport à la situation. Vraiment, c'était des bails de musique en mode je vais te séquestrer dans ma cave et je vais te kidnapper lorsqu'ils sont sur le point de s'embrasser. On était vraiment à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça m'a... Au début, j'étais un peu en mode oh là là, qu'est-ce qu'on nous a fait encore? Est-ce que ça va encore être une déception que je vais dropper au bout de 3 épisodes? Ces 2 points m'ont un peu dérangé, mais par la suite... je trouve que l'histoire devient d'autant plus intéressante, même si on a sauté pas mal de choses les 2 premiers. Moi personnellement, après, j'y suis pas mal rentrée dans l'histoire, j'ai plutôt apprécié. Alors après, c'est pas un chef-d'œuvre de tous les temps. En fait, le truc, c'est que je pense que, sincèrement, la version japonaise a beaucoup de points positifs par rapport à la version coréenne. Ils ont corrigé pas mal de problèmes de la version coréenne. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'impact sur le psychologique, en termes d'impact, je pense que je me souviendrai beaucoup plus longtemps de la version coréenne, même si c'est pas forcément une bonne chose, parce que j'avais déjà donné mon avis sur la version coréenne, j'avais été pas mal déçue, j'avais dit pas mal de choses. Mais en termes d'impact, je trouve que la version coréenne a eu beaucoup plus d'impact que la version japonaise. Même si la version japonaise est mieux traitée dans le script, elle passera finalement assez inaperçue et je pense que dans 1 ou 2 ans, on l'aura oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtez parce que c'est une question de publicité, il n'a pas été assez mis en avant contrairement à la version coréenne, peut-être aussi par rapport au casting, il y a pas mal de choses qui peuvent l'expliquer. Mais voilà, la version japonaise est vraiment pas mal et je trouve qu'en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est pas un mauvais remake. Pour moi, ce n'est pas un mauvais remake, au contraire, je trouve que c'est un remake qui est à la hauteur et qui apporte même des solutions par rapport à la version originale. Donc non, franchement, c'est un bon remake, ça fait du bien parce que bon, combien de fois on a vu des remakes qui étaient catastrophiques. Non, celui-là il est bon, ça tient la route, c'est même, on sent que la personne qui s'est occupée après du script, qui a un peu réinterprété tout ça, a quand même respecté l'histoire et essayé de faire quelque chose de vraisemblable et d'agréable à regarder. Donc non, j'ai pas grand chose à dire, c'est quand même ça reste un bon remake. Après, c'est pas forcément le coup de cœur de ma life, mais si vous cherchez un drama japonais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ces derniers temps, franchement celui-là il vaut la peine d'être vu et vous allez pas avoir l'impression, je pense, de perdre votre temps. Aussi, autre chose que j'ai beaucoup aimé, le générique de début. Et vraiment, il est trop beau. J'ai trop aimé la vibes. Je sais pas, voilà, je vous pose ça là pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je le recommanderais le drama? Oui, moi je le recommande. Si vous aimez Nevertheless, mais peut-être que l'aspect toxique vous avait un peu trop dérangé, n'hésitez pas à aller sur la version japonaise qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus saine quand même. Alors c'est pas non plus sain à 100%, mais il y a quand même un énorme fossé entre les 2 versions. Donc voilà, si vous cherchez un bon drama japonais de bonne qualité, bien réalisé, allez-y. Et si vous voulez une romance un peu plus adulte, un peu plus complexe, on va dire, pareil, n'hésitez pas à lui laisser une chance. Franchement, le drama était vraiment sympa et ça peut vraiment faire un petit week-end. Voilà, ça se regarde en une soirée. Après, j'avoue aussi autre chose, le seul peut-être truc dommage avec la version japonaise, c'est que finalement le second lead est très transparent. Par rapport à la version coréenne où beaucoup de personnes avaient eu un second lead syndrome, bah ici finalement la version japonaise, il est juste là pour la décoration. C'est dommage, c'est dommage, mais vraiment c'est la déco, enfin rien de plus en fait. Et même les personnages secondaires, je trouve, dans la version japonaise sont très peu traités ou sont traités de manière assez superficielle et en fait ils servent plus de décor
que vraiment de personnages à part entière. Et ça, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est pas plus mal parce que du coup, on peut se concentrer sur le couple principal au lieu de se concentrer. Parce que sinon, c'est pas 8 épisodes qu'on aurait fait, mais ça aurait été genre 16 ou 12. Donc bon, voilà. Mais pour ceux qui avaient aimé peut-être les personnages secondaires dans l'histoire, par exemple coréenne, peut-être vous serez déçus de pas les retrouver totalement traités ici. Et du coup, alors si je devais donner une note sur 20 à The Shape of Love, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20. Franchement, il vaut la peine d'être vu. Moi, je l'ai apprécié. Pas le coup de cœur de ma life, mais ça reste quand même une bonne adaptation et un bon drama japonais, surtout compte tenu de ces derniers temps où il y a vraiment pas grand chose à regarder. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon avis assez court et assez concis sur le drama de Shapes of Love. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et ou aussi sur Apple Music et aussi sur YouTube et YouTube Music. Et puis si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast et recevoir une notification, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note pareille sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!